Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cet deuxième épisode, nous allons voir comment fonctionne l'appareil ORL lié à la compensation. Pour ça, je vais vous montrer des images inédites et introuvables et je vais vous présenter des vidéos commentées en direct. Cet épisode est important car c'est en mettant des mots exacts sur l'anatomie et en comprenant vraiment comment ça marche qu'on va pouvoir comprendre par la suite là où on a du contrôle et là où on n'en a pas. Alors si vous arrivez en cours de route, pour ne pas perdre le fil de cette série de vidéos, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici pour commencer par la numéro 1. On se retrouve tout de suite dans le PowerPoint juste après le jingle. C'est parti. Allez, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que cette vidéo, c'est un cours, c'est pas du divertissement. Du coup, si vous voulez progresser, je peux vous y aider. Pour ça, il vous faudra juste avoir une attitude proactive, c'est-à-dire couper votre téléphone, prendre des notes et rester bien focus avec moi. Allez, on attaque. Alors cette slide marque le chapitre de ce module de physiologie. J'aime beaucoup cette image parce qu'on peut se rendre compte des différents sinus qu'on a. On parle souvent des sinus frontaux, des sinus maxillaires, mais on a aussi des plus petits sinus dont on parle jamais, les sinus ethmoïdes et sphénoïdes. J'aime aussi bien cette slide parce qu'on peut voir l'épiglotte ici, l'épiglotte qui est un bout de cartilage. On va voir un petit peu en détail dans une vidéo plus tard à quoi ça sert et comment est-ce que c'est mobile. On va parler de la glotte qui sont les cordes vocales plus le trou. Ici on peut voir l'entrée, on peut voir les tympans et l'entrée des trompes de Eustache qui est ici. Alors je vais vous demander de mettre pause dans 2 secondes sur cette image et de me donner le point commun que vous voyez dans tout ce qui est écrit en orange. Il y a un point commun. Mettez pause, réfléchissez ici 2 secondes. Alors le point commun avec tout ce qui est orange ici, c'est la mobilité. Tout ce qui est orange, on peut le contrôler. Bravo à ceux et celles qui ont trouvé. Voilà, on a ces 6 pièces de la zone ORL qu'on va devoir contrôler comme il faut pour faire de l'apnée, pour faire de la compensation finalement. On va devoir les contrôler ensemble ou alors séparément ou alors en coordination. Pour rejoindre ce que je disais dans l'épisode numéro 1, vous voyez que ça fait beaucoup de choses à contrôler pour pouvoir compenser tranquillement. Et alors ces choses-là, en plus, on va pas devoir les contrôler seules, juste une pendant la compensation, on va en devoir toutes les contrôler et en coordination. Ça demande un contrôle colossal simplement et c'est pour ça que je priorise l'entraînement à sec. Alors dans cette slide, on va pouvoir voir une endoscopie nasale que je vais vous commenter en direct. Voilà, alors certains vont trouver que c'est un peu dégueulasse, mais bon, c'est quand même nous, c'est l'intérieur de nous-mêmes. Alors ici à gauche, on voit l'entrée de la trompe d'Eustache et on voit le voile du palais qui se remonte quand elle dit baby bottle, ok? À chaque B, finalement, le voile du palais se ferme. Ce qu'il y a au fond, c'est le mur pharyngé. On rentre un peu plus profond et on arrive à voir l'épiglotte. Là, c'est la glotte. Tout au fond, contre le mur, c'est l'entrée de l'œsophage. Et juste en bas ici, c'est l'épiglotte. L'épiglotte, c'est un morceau de cartilage. Ok ? Alors, ce qu'on voit là, les 2 bandes blanches, c'est bien les cordes vocales. Et les cordes vocales plus le trou, c'est ce qui forme la glotte. Alors, proprement dit, on peut pas muscler la glotte. Par contre, on peut renforcer le contrôle qu'on a des muscles qui sont autour de celle-ci. Et là, on voit l'intérieur de la trachée. Alors ici, c'est une autre personne, une autre endoscopie nasale, et on voit à chaque B, le voile du palais qui remonte et la trompe d'Eustache qui s'ouvre. Pourquoi ? On va voir justement dans les parties anatomiques, parce qu'il y a certains muscles qui agissent sur la trompe d'Eustache et le voile du palais en même temps. Alors pour étayer ce que je disais juste avant, ici on peut voir que donc la glotte, ça inclut bien le trou, plus les cordes vocales. Voici donc les cordes vocales, les plis vocaux qu'il y a autour, donc ça c'est on peut dire les muscles qu'il y a autour des cordes vocales, le trou plus la corde vocale et celle-ci est donc ouverte, ok ? Alors avant de continuer, si vous trouvez que mon contenu vous apporte des connaissances, mettez un gros pouce bleu, c'est gratuit et en plus ça aidera d'autres apnéistes à trouver mon contenu plus facilement. Dans cette slide, on va voir comment le corps humain agit avec un réflexe pour faire la différence entre la respiration et la déglutition. On va voir finalement comment est-ce que l'épiglotte fonctionne. Ce qui est en jaune ici, ça représente bien sûr les aliments ou la boisson, et on peut voir que la partie de l'épiglotte qu'on a vue juste avant vient s'abaisser pour protéger finalement la trachée, pour laisser passer les aliments ou la boisson dans l'œsophage. Quand on fait une fausse route, c'est que l'épiglotte n'a pas bien fait son travail finalement, voyez-vous. Alors dans cette 3e vidéo sur l'anatomie, on va pouvoir voir une IRM de quelqu'un qui fait du beatbox, donc faire de la musique avec sa bouche. Dans cette vidéo, je vais vous demander de faire attention à la position du voile du palais, des narines qui s'ouvrent quand il doit inspirer par le nez. On va pouvoir voir aussi l'épiglotte ici, la gorge, donc la glotte qui va s'abaisser et tout le larynx qui va s'abaisser quand tu vas faire des sons graves. Et je vous demanderai aussi de faire attention à la position de la langue, parfois dans certains mouvements. Allez, c'est parti. Donc là, il est en train de parler. On peut voir le voile du palais qui est majoritairement fermé. Regardez la position de la langue ici, elle est folle. Il fait le bruit en flappant l'arrière de la langue sur le voile du palais, tout en devant inspirer
par intermittence par le nez. On peut voir l'épiglotte ici qui est complètement à l'arrière. Hein. Là c'est un son grave, le larynx est complètement abaissé. Et je vais vous donner la conclusion de cette vidéo. Ok, alors la conclusion de cette vidéo finalement c'est quoi? C'est pas de devenir des beatboxers, mais vous avez remarqué que cette personne a une coordination vraiment incroyable au niveau de sa zone ORL. Et personnellement ça fait 2 ou 3 ans que je pratique un petit peu le beatbox. Alors je suis pas beatboxer mais je connais quelques sons et quelques rythmes. Et pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce qu'ils ont développé leur propre pédagogie de l'apprentissage, de l'enseignement de la compensation finalement, de la maîtrise de notre zone ORL. Et j'invite vraiment tout le monde à prendre quelques tutos sur YouTube, on en trouve des super, qui vont nous apprendre la maîtrise de notre zone ORL, qui vont nous servir énormément pour la compensation. Allez, on va parler maintenant des trompes d'Eustache. Sur cette slide que j'ai depuis des années, on peut se rendre compte qu'il y a 50% de la population qui ont les oreilles plutôt faciles à équilibrer, 30% où c'est un peu plus difficile, et finalement un quart de la population où c'est difficile à équilibrer. Mais tout le monde peut équilibrer. Depuis maintenant presque 2 ans, je teste tous mes élèves qui passent entre mes mains avec un petit outil pour voir s'ils ont des oreilles plutôt faciles ou plutôt difficiles à équilibrer. Ce petit outil est celui-ci, c'est finalement un tensiomètre de pouls avec lequel on peut connecter un autovent et on peut souffler dedans. Et ça va faire bouger une aiguille. Avec ça, on peut finalement trouver une certaine mesure pour voir si on a des oreilles plutôt faciles ou difficiles à équilibrer. Mais en soi, ça change pas grand-chose. J'ai un exemple que je cite tout le temps, c'est Eddy Lafin, que peut-être vous connaissez, c'est un apnéiste profond français, et lui malheureusement il a des oreilles, il est pas doté de la nature, il a des oreilles qui sont très difficiles à compenser, il est aux alentours des 70, il fait partie des oreilles les plus difficiles que j'ai connues à compenser, mais pourtant il va très profond. Alors pourquoi? Parce qu'Eddy il a réussi à travailler sa compensation, il a réussi à développer sa technique pour pouvoir pallier à ce déficit physiologique si on pourrait dire. La finalité de cette slide c'est quoi finalement? C'est qu'en fait tout le monde peut compenser. En tant qu'humain on a été créé pour aller à la montagne par exemple, donc pour compenser nos oreilles, d'accord? Tout le monde peut compenser, par contre, pour ça des fois il faut améliorer sa technique. Donc on peut voir aussi ici que la trompe d'Eustache ça fait plus ou moins entre 4 et 5 cm. Il y a une partie qui est entourée d'os et une partie qui est entourée de cartilage qui représente 2/3 de la trompe, ça représente 42 mm en moyenne. Alors on va voir un peu plus en détail comment ça se présente une trompe d'Eustache. Donc voici une slide qui est complètement introuvable et je l'aime beaucoup parce qu'on peut voir des muscles qui sont très importants pour la compensation. En l'occurrence, on peut voir levator veli palatini ici. Donc comme son nom l'indique, hein, levator levé, veli, palatini, palatini le palais. Donc il lève le voile du palais, il est connecté donc au voile du palais. Le tenseur du voile du palais, ici tensor veli palatini, lui, il va s'occuper d'ouvrir la trompe d'Eustache sur le côté. Ok ? C'est ces 2 muscles-là qui sont responsables du BTV, c'est les muscles qu'on appelle les muscles péristaphylins. On a un autre muscle qui intervient dans la trompe d'Eustache, c'est le tensor tympani, qui est connecté donc à la trompe d'Eustache et jusqu'au tympan. Ce muscle, il a une utilité un peu différente, il va simplement se tendre quand on aura un excès de musique par exemple, pour éviter les traumatismes sonores, pour protéger finalement les organes de l'audition. Je reviens sur le levator veli palatini, ce muscle-ci va abaisser le plancher de la trompe d'Eustache. Et finalement, c'est le muscle que les BTVistes contrôlent. C'est un muscle très important qu'on peut tous apprendre à contrôler. Ça demande un peu plus de travail chez certaines personnes que d'autres. Pour ça, bien sûr, il y a aussi toute une série d'exercices qui peuvent aider à développer son contrôle. Mais c'est pas le sujet de ce jour. Alors, on va voir un petit peu maintenant une coupe de cette fameuse trompe d'Eustache. Donc ici, on a encore une fois le tensor veli palatini et le levator veli palatini. Comme je vous l'ai indiqué, le levator veli palatini va s'abaisser et celui-ci va s'ouvrir sur le côté. On remarquera que la trompe d'Eustache, c'est pas une jolie petite paille toute nette, ça reste quand même de la chair humaine, hein, donc c'est pas très net. Ok. Et moi, il y a un autre truc qui m'intéresse dans cette slide ici, c'est les glandes. Et alors les glandes, si on se pose la question 2 secondes, à quoi est-ce qu'elles servent? Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Une glande, elle vient produire du mucus, ok? Ces glandes-ci en tout cas. Quand est-ce qu'une glande va produire du mucus? Quand elle est dans un état de stress. Quand est-ce qu'on pourrait rencontrer un état de stress si on était une glande comme ça? Et ben finalement, si on avait de l'eau dans les trompes, par exemple, si on était malade, elle serait stressée, ou alors, dans le cas de l'apnée ou de la plongée, si on ne compensait pas assez, et ben finalement, on soumettrait les glandes à un excès de pression, ou une dépression, ça les stresserait, elles produiseraient du mucus. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'elles gonflent, qu'elles se remplissent de liquide, et derrière, je vous le donne en 1000, c'est beaucoup plus difficile à compenser pour parler poliment.
Donc j'insiste sur le fait qu'il nous faut bien sûr, et c'est très important, anticiper notre compensation, c'est-à-dire je compense avant que je sente de la pression sur mes oreilles. C'est complètement contre-intuitif pour un humain parce que nous, en tant qu'humains, on a souvent tendance à vouloir changer les choses quand ça va pas. Oh, ça va pas, il faut que je change. Non, là c'est l'inverse. Tout va bien, je compense. Tout va bien, je compense. Tout va bien, je compense. C'est comme ça que ça marche. Pour éviter de stresser ces petites glandes. Ok ? Alors on peut voir dans cette slide aussi, encore une fois, le tensor Velli-Palatini, l'évator Velli-Palatini qui sont ici. Et si vous vous rappelez dans l'endoscopie nasale qu'on a vu juste avant, eh ben en fait, quand la personne bougeait son voile du palais, ça agrandissait à fond ses trompes d'Eustache, ça l'ouvrait littéralement. Donc contrôler son voile du palais, ça sert aussi à ouvrir d'une façon indirecte ses trompes d'Eustache. C'est aussi pour ça que c'est important de contrôler son voile du palais. Alors j'espère que c'est clair par rapport aux trompes d'Eustache. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire bien sûr. On va parler maintenant de l'anatomie musculaire du cou et on va voir d'autres thèmes, d'autres sujets à propos des muscles. Dans cette slide, on va parler du sternocleidomastoïde. C'est ce muscle ici qui est connecté à la clavicule et qui est connecté au processus mastoïde. C'est l'os qu'on a juste derrière l'oreille qui est ici. On peut le toucher, si on vient taper derrière l'oreille, c'est cet os ici. Alors, ce muscle, il m'intéresse particulièrement parce que c'est un des muscles qui soutient la tête, c'est un gros muscle. Et ce muscle, s'il est tendu avant nos apnées, j'aime à penser que ça va tendre tout l'intérieur de nos muscles qui sont en dessous, qui sont au niveau de la gorge finalement, et qui sont aussi connectés aux muscles qu'on vient de voir à l'intérieur, c'est-à-dire les muscles péristaphylins, tensor Velli-Palatini, levator Velli-Palatini, etc., etc. Selon moi, il est important et même primordial d'étirer ce muscle avant chaque session d'apnée, chaque session de plongée sous-marine pour faciliter le transit de l'air. On peut gagner littéralement des points avec cet outil, des points de compensation, finalement, c'est plus facile à ramener de l'air. Comment est-ce qu'on étire ce muscle? C'est très facile, en 2 étapes seulement. On va mettre la tête en arrière et la tête sur le côté. Vous remarquerez que mon menton, il est resté dans l'axe. Ok? Donc je répète, tête en arrière, tête sur le côté. On maintient 30 secondes et on étire tout le sternocleidomastoïde qui est ici. Ensuite, on va parler des muscles qui sont autour de la gorge finalement. Donc, on va parler du sternoïde, omoïoïde. Ces muscles qui m'intéressent particulièrement. Alors déjà, ces noms, ils peuvent paraître un peu barbares, mais ils sont plutôt logiques finalement parce que sterno, ça nous fait penser à sternal. Oïde, ça nous fait penser à l'osioïde. Donc, il est connecté à la zone sternale et il est connecté à l'osioïde. Donc, pour ces muscles-là, ils sont importants parce que c'est les muscles qui vont être responsables des mouvements finalement, qui vont être connectés à la langue et c'est les muscles qui vont être responsables par exemple des carpes inverses. Ce mouvement-là, par exemple. Ok, ça, grâce à un bon contrôle de ces muscles-là, on va pouvoir ramener de l'air facilement dans notre bouche. C'est très important. Allez, 2 fun facts à propos de l'osioïde maintenant. L'osioïde, c'est le seul os qui n'est pas connecté à un autre os dans le corps humain. Et autre fait intéressant, il est quasiment impossible de se casser cet os. Si un médecin légiste voit que cet os qui est cassé dans un corps, c'est que quelqu'un l'a étranglé. En résumé, sur cette slide, il est important selon moi de bien étirer toute la partie de la zone du cou pour relâcher les muscles profonds, les muscles qui vont être en lien avec la compensation. Et également, on peut étirer ces muscles-là pour augmenter leur mobilité avant nos séances d'apnée. Comment étirer ces muscles-là et comment étirer les muscles et trompes d'Eustache en même temps? Et bien finalement, ça va être assez simple. On va sortir la mâchoire en avant, comme ça. Et on va mettre la tête en arrière et on va maintenir 30 secondes également, comme ça. En faisant ça, on étire toute la partie de ces zones ici et on étire également les muscles des trompes d'Eustache. Donc très très important. Alors pensez à vous abonner pour être sûr d'être bien averti lors de la sortie du prochain épisode. Dans le prochain épisode, on va voir comment le volume résiduel affecte notre compensation et en quoi le rencontrer le plus profond possible pourrait-il nous aider dans nos apnées. Vous pouvez également réserver votre formation complète avec moi et aller plus loin dans votre confort sous l'eau et briser toutes vos barrières de compensation. Vous pouvez également soutenir mon travail sur Tipeee, je vous ai mis le lien en bas de la vidéo. En plus, j'offre des récompenses cool pour les donateurs. Sur ces mots se termine cette vidéo. Merci pour votre temps, on se retrouve lundi prochain à 18 h pour aller encore plus loin dans la compensation. Au revoir.